cas, nous réjouissons que la RTS soit reçue par le professeur émérite qui a travaillé 30 années dans notre pays et qui est spécialiste en anthropologie. Juste pour commencer, donc Saleh va vous allez introduire le professeur. Voilà. Alors, pour introduire Xavier Guterres, qui n'est pas un inconnu dans ce pays, je vais le résumer en 3 points. Il est ancien responsable de mission archéologique à Djibouti. Il est actuellement professeur émérite à l'université de Paul Valéry et il a aussi exercé durant de longues années la fonction de conservateur régional de l'archéologie, pour l'archéologie, qui est une fonction importante pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel en général. Voilà, donc il est actuellement à Djibouti pour réaliser une mission d'expertise pour la mise en place d'un dépôt de fouilles archéologiques ou d'un centre de conservation du patrimoine archéologique, mais aussi il est là pour formuler des propositions concrètes pour la mise en place d'une archéologie préventive à Djibouti au cours des 3 ou 4 prochaines années. Voilà, en gros, la raison de sa présence aujourd'hui. Ma première question va directement au professeur Guterres. En tout cas, nous sommes très satisfaits qu'un professeur émérité qui connaît très bien l'histoire antique à Djibouti puisse donner quelques éclaircissements. Comme vous avez fait 30 ans de travail dans notre pays, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Est, est-ce que vous pouvez un peu nous résumer cette expérience de 30 années en Afrique de l'Est, notamment sur Djibouti? Je crois que vous avez pas mal travaillé dans le domaine de l'art. Tout à fait, oui. En fait, je suis arrivé ici en 1988 sur la proposition d'un chercheur qui est maintenant à la retraite, Roger Joussomme, qui a beaucoup fait pour les connaissances sur la préhistoire de la République de Djibouti. Et à partir de cette année-là, j'ai décidé de poursuivre dans cette voie. J'avais d'autres responsabilités et des activités de recherche en France. Bon, ma spécialité, parce que dans l'archéologie, nous avons des spécialités, c'était la recherche sur les premières sociétés qui ont adopté l'élevage, l'agriculture, ce qu'on appelle le néolithique dans notre langage spécialisé, donc, les premiers éleveurs. Alors justement, la Corne de l'Afrique est une région très intéressante pour essayer d'approfondir les connaissances sur ce sujet, parce qu'elle est, comme on le dit encore de nos jours, et c'est une réalité dans le monde économique actuel, à la convergence, dans une région stratégique, à la convergence de plusieurs courants culturels en particulier pour la naissance des civilisations. Et donc il était très intéressant de savoir quel était le scénario, disons, de l'entrée dans le monde de la production, c'est-à-dire le moment où l'homme passe d'un stade de chasseur-cueilleur à un stade d'éleveur et plus tard d'agriculteur. Donc voilà la problématique de cette recherche qui m'a amené donc à diriger pendant de nombreuses années une mission archéologique franco-djiboutienne en collaboration étroite avec l'IRA. Donc à l'époque, il y avait un institut qui s'appelait Institut des sciences sociales au CERD. Et ensuite, l'IRA a été créé. Et avec M. Salah Zakaria, nous avons passé des conventions et nous avons collaboré. Et nous menons chaque année des campagnes de terrain, plus particulièrement dans le bassin du Gobad, dans la région d'Assela. Actuellement, ayant un statut particulier qui s'appelle professeur émérite, qui est donc, je suis à la retraite en fait, mais je continue les activités, j'ai passé la main à un autre chercheur, Madame Jessie Colliès, qui est donc actuellement responsable de notre mission. Mais cependant, Salah Zakaria a fait appel à moi, compte tenu donc de mon passé d'administrateur de l'archéologie en France, et évidemment de ma connaissance du terrain ici. Je dirais aussi au passage que j'ai fait des recherches en Éthiopie également, dans la région du Sidamo, où nous avons fouillé un important abri sous roche, avec des données très intéressantes qui en sont sorties. Et également, j'ai eu le plaisir, la chance de découvrir un site extraordinaire au Somaliland, qui s'appelle le site de Lasgel, un site qui contient une dizaine d'abris rocheux avec des peintures polychromes tout à fait magnifiques. Je crois que c'est le plus beau site orné de toute la Corne de l'Afrique, et sur lequel nous continuons à travailler. Et je terminerai pour cette partie-là de mon intervention pour dire que d'ici quelques mois va être publié un ouvrage sur les fouilles que nous avons conduites dans le bassin du Gobad, en particulier sur le site d'Assakoma, un ouvrage d'environ 300 pages qui a nécessité la collaboration de 14 personnes interdisciplinaires, et je pense que ce sera un événement à Djibouti, parce que c'est la première fois
on va publier une étude monographique sur la préhistoire de la République de Djibouti. Très bien, je crois que ça va faire appel à vous aussi concernant votre expertise pour la création d'un centre de stockage archéologique et collectif. Oui, en effet, il faut que j'explique dans quel contexte cette demande s'est faite jour, c'est-à-dire que nous sommes face à la difficulté suivante. Pendant des années, des chercheurs français et pendant 2 ans aussi quelques chercheurs américains qui avaient monté un petit projet ont accumulé ce qu'on appelle du mobilier archéologique, hein, c'est-à-dire tous les vestiges qui sont sortis du sol au moment des fouilles. Alors ça peut être des fragments de poterie, ça peut être de l'outillage en pierre taillé, ça peut être des ossements d'animaux, ça peut être aussi des ossements humains quand on étudie des sépultures antérieures à l'islam, bien entendu, et pour les périodes très anciennes, hein, et également des échantillons botaniques, par exemple des fragments de charbon de bois, des éléments de parure. Les gens portaient beaucoup de parure à l'époque, comme d'ailleurs on en porte toujours, et tous ces éléments donc, qui constituent ce qu'on appelle le mobilier archéologique. Et puis il y a aussi, pour les fouilles qui avaient été dirigées par Jean Chavaillon et celles de Claude Guérin, les ossements d'éléphants qui datent de 1,5 million d'années environ, donc qui sont aussi à prendre en considération. Donc tous ces objets-là, pour des raisons que l'on peut comprendre, des raisons d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ici au CERD des locaux appropriés pour les conserver, pendant de nombreuses années, les directeurs successifs de l'Institut d'archéologie du CERD nous ont demandé de conserver, donc d'exporter en France pour étude ce matériel, et de le conserver tant que les conditions n'étaient pas réunies pour le rapatrier. Donc les conditions, elles sont, je pense, réunies aujourd'hui. À savoir que déjà, nous sommes dans ce local donc, qui, au CERD, a été affecté aux recherches archéologiques. Et plutôt que de parler de dépôt qui fait penser un peu à des activités commerciales, le dépôt de marchandises, je préfère employer le terme de centre de conservation et d'études. C'est le terme qu'on a mis au point en France pour le même genre de locaux avec un usage identique. C'est-à-dire que c'est un lieu où on va réunir tous ces objets, les stocker effectivement, là on peut employer le terme de stocker, les stocker sur des systèmes d'étagères résistants à des poids élevés, et également installer des espaces de travail, paillasse, lavage des objets, entretien. Et donc, ça sera un lieu où ces objets seront conservés dans de bonnes conditions, donc sur le long terme, et où les chercheurs, les étudiants pourront venir travailler pour étudier ces objets. Donc, c'est très important. C'était absolument un outil absolument nécessaire, et on va pouvoir réaliser ça maintenant dans les mois et on se donne un délai de 2 ans maximum pour arriver à. Enfin, je suis plus optimiste, mais un délai de 2 ans maximum pour arriver à équiper le dépôt. Donc je suis venu en particulier pour cette raison-là cette année, c'est-à-dire j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour permettre ensuite de faire établir à des entreprises spécialisées dans le rayonnage industriel le devis pour l'achat du matériel de stockage. Et ensuite, la deuxième opération que nous avons commencé à mener avec une lettre de mission du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2012, nous disant que j'avais pour mission de réunir en France, dans un endroit unique, toutes les collections qui sont dispersées dans les différents laboratoires pour pouvoir organiser leur rapatriement à Djibouti. Et pour l'instant, nous avons à peu près les 3/4 des collections qui sont réunies. Il y a encore quelques collections dispersées dans 2 ou 3 villes, mais on va s'occuper cette année de les réunir. Tout ça est à Toulouse. Et je sais aussi que l'ambassadeur de France est sensible à ces questions. Et ça serait, je dirais, un honneur pour la France que de restituer à Djibouti ce qui lui appartient, c'est-à-dire son patrimoine culturel, sous la forme de ces objets. Je pense que c'est un geste très important. Et je peux vous assurer qu'on aura le concours de l'ambassade de France et sûrement des forces françaises stationnées à Djibouti pour le transfert, parce que ça va nécessiter un container probablement, donc pour le transfert ici, et j'espère qu'on pourra le faire le plus tôt possible. Le dernier volet de cet aspect de ma venue, c'est aussi d'abord d'expliquer dans le rapport que j'ai rendu hier à M. Zakaria
de comment on gère un dépôt de fouilles. Et là aussi, il faudra qu'on forme des techniciens pour pouvoir gérer, parce que ça se gère de façon informatique, de manière à ce que lorsque un chercheur se présente, on ne mette pas 3 jours à trouver l'objet qu'il a envie d'étudier, qu'on sache tout de suite qu'il est dans tel travée, tel tiroir, à gauche, à droite, en haut, en bas, ainsi de suite. Donc il y a une gestion et on va pouvoir faire venir un technicien spécialisé qui a fait ça pendant des années en France pour former sur place les techniciens de l'IRA à cette gestion. En tout cas, ce ne sera pas une bonne chose, surtout pour nous généticiens, de découvrir de tels matériels actuellement en effet clinique. Je voudrais vous poser une question sur l'anthropologie préventive, mais j'ai décidé de poser cette question. Je me rappelle d'une histoire avec M. Mitterrand qui est venu à Djibouti un jour, et à notre ami qui lui pose une question, bon, il n'était pas très versé dans le sujet. Jean homme lui dit, apprenez bien votre sujet d'abord avant de vous poser la question. Donc, pour l'anthropologie préventive, donc, je vais essayer juste d'apprendre quelque chose de vous pour que je puisse les réaliser maintenant en cause public, donc quelques éléments sur l'anthropologie préventive. Alors, pourquoi ce mot d'archéologie préventive? Le terme préventif, on le connaît surtout en médecine, à la médecine préventive. Qu'est-ce que la médecine préventive? C'est-à-dire prévenir la maladie plutôt que de la guérir. D'où le terme qu'on préfère employer. Autrefois, on parlait d'archéologie de sauvetage. Et l'archéologie de sauvetage, ça correspondait à quoi? Ça correspondait au fait que lorsque des travaux étaient réalisés, des travaux d'aménagement de toute nature, ça peut être des tracés linéaires, oléoducs, gazoducs, des lignes électriques, des bâtiments, tout ce qui remue le sol, si vous voulez. On avait parfois